Dans les ombres tremblantes d'un café enfumé du quartier latin. Où le brouillard de novembre 2025 s'infiltrait comme un fantôme. Alexandre posa sa plume et me regarda pour la première fois depuis des mois avec des yeux qui hurlaient un silence assourdissant. Ces mots, couchés sur le papier jauni d'un vieux carnet, dépeignaient un amour écorché. Un cœur brisé par une séparation qu'il jurait fatale mais ces lignes, qu'il lisait à voix haute d'une voix chevrotante, n'étaient pas pour une ombre du passé, elles étaient pour moi. Julien. Son mari. Celui qu'il avait oublié d'aimer au milieu de ses regrets. Et en cet instant, alors que la pluie martelait les vitres comme des coups de poignard, je compris que notre histoire, tissée de secrets et de passions volées, allait se consumer dans une flamme qui nous dévorerait tous les deux ou nous sauverait enfin. Paris. Cette ville de lumière piégée dans l'étreinte de l'hiver, nous avait unis 10 ans plus tôt. Sous un ciel doux étouffant où l'air vibrait des rires des terrasses bondées. J'étais Julien Moreau. 35 ans. Un architecte aux mains calleuses qui dessinait des ponts pour relier les âmes égarées. Originaire d'un petit village normand où les vents salés avaient forgé ma solitude précoce. Alexandre Laurent. 38 ans. Un romancier aux mots acérés comme des lames. Fils d'un professeur d'histoire parisien. Avait croisé ma route lors d'une exposition au Louvre. Où ses yeux verts, ourlés de cils sombres, s'étaient posés sur moi comme une promesse interdite. Nous étions deux hommes ordinaires. Français jusqu'à la moelle. Portant les cicatrices invisibles d'une société qui, malgré ses lois progressistes depuis 2013, murmurait encore des jugements dans les couloirs des familles conservatrices. Notre mariage, célébré en 2018 dans une mairie discrète du 5e arrondissement, avait été un acte de rébellion douce. Un vœu chuchoté devant une poignée d'amis gays qui levaient leur verre à l'amour vrai. Loin des regards inquisiteurs. Pourtant, ce soir-là, dans le café Le Procope, où Voltaire avait jadis comploté des révolutions, Alexandre me tendit le manuscrit comme on offre un poison sucré. Lis-le. Julien, murmura-t-il. Sa voix brisée par l'alcool et le remords. Les pages parlaient d'Étienne. Son premier amour. Un garçon aux cheveux blonds comme le blé d'été. Rencontré à l'université Sorbonne en 2005. Étienne. Ce fantôme aux lèvres douces et au rire contagieux. Qui avait fui Paris pour New York après une dispute explosive. Emportant avec lui une partie d'Alexandre qu'il n'avait jamais récupérée. Les mots d'Alexandre coulaient comme du sang, il était la lumière dans mes nuits d'encre. Le feu qui consumait mes doutes. Quand il partit, il emporta mon âme, laissant un vide que nul autre ne combla. Je sentis mon cœur se serrer. Non de jalousie mesquine, mais d'une douleur viscérale. Car dans ces lignes, je me voyais effacé, réduit à un nombre complice. Un mari qui avait osé croire que notre amour pouvait guérir les plaies du passé. Je refermai le carnet d'un geste tremblant. Mes doigts effleurant les siens dans un geste qui n'était plus caresse mais accusation muette. C'est moi que tu as épousé. Alexandre. Pas un souvenir. Pas un regret. Ma voix, d'habitude si mesurée, se brisa comme du verre sous la tempête. Autour de nous, les habitués ou une vieille dame tricotant des écharpes pour des amours oubliés. Un couple hétéro se disputant à voix basse semblait figé dans une bulle de normalité que notre drame perçait comme une lame. Alexandre recula. Son visage pâle sous la lueur jaunâtre de la lampe à gaz. Et pour la première fois, je vis la faille en lui, l'homme que j'aimais. Ce géant aux épaules larges et au sourire qui illuminait les matins pluvieux, était prisonnier d'une cage qu'il s'était forgée lui-même.
Une cage où l'amour vrai cédait la place à l'idéal brisé. Les jours suivants s'étirèrent en un supplice lent. Comme les heures d'un procès invisible dans notre appartement du Marais. Cet îlot de pierre et de lierre où nous avions gravé nos initiales sur le chambranle de la porte. Je passais mes nuits à tracer des plans pour un nouveau musée LGBTQ+, sur les bords de la Seine. Des lignes droites et courbes censées symboliser la fluidité des identités. Mais mes esquisses se brouillaient de larmes non versées. Alexandre, lui, s'enfermait dans son bureau, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable, transformant son manuscrit en un roman qui, je le savais, serait publié chez Gallimard sous un pseudonyme voilé. C'est de la fiction, me dit-il un soir, en me tendant un verre de vin rouge de Bordeaux, ses yeux évitant les miens comme s'il craignait d'y lire la vérité. Mais la fiction a ses racines dans la chair. Et je sentais l'ombre d'Étienne s'allonger sur nos draps. Sur nos dîners froids. Sur les promenades silencieuses le long du canal Saint-Martin où nous avions autrefois scellé nos promesses d'éternité. La fracture s'élargit lors d'une soirée d'automne au cabaret Le Duplex. Un sanctuaire gai niché dans les ruelles sombres de Pigalle. Où les paillettes masquaient les cœurs brisés. Nous y allâmes pour ranimer la flamme, comme Alexandre le proposa d'une voix hésitante. Mais dès que les projecteurs s'allumèrent sur des danseurs torse nus, sculptés par des années de désirs refoulés, je vis son regard s'égarer. Un jeune homme, aux traits ciselés rappelant vaguement Étienne aux cheveux blonds décolorés, sourire carnassier, s'approcha de notre table, commandant des shots de vodka infusés de baies sauvages. « Vous êtes le célèbre écrivain » demanda-t-il à Alexandre, ignorant ma présence comme on écarte un meuble inutile. Alexandre rougit. Un mélange de fierté et de culpabilité. Et bientôt ils riaient ensemble d'anecdotes sur des nuits folles à la Pride de Paris. Ces marches arc-en-ciel où j'avais moi-même porté Alexandre sur mes épaules après une chute ivre. Je m'éclipsais aux toilettes, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et là, face au miroir craquelé, je me vis pour la première fois tel que j'étais, Julien. L'homme solide. L'architecte qui construisait des rêves pour les autres mais laissait le sien s'effondrer. De retour, je trouvai Alexandre et le blondin, il s'appelait Lucas. 25 ans. Un étudiant en arts plastiques de Lyon fraîchement arrivé à Paris en pleine confidence. Leurs genoux se frôlant sous la table. Une rage sourde monta en moi. Non pas possessive, mais humaine. Viscérale, comment pouvait-il me trahir ainsi? Sous mes yeux. En oubliant que notre amour avait survécu à des familles homophobes. À des emplois perdus pour incompatibilité morale, à des nuits où la peur de l'avenir nous serrait la gorge. Je posai ma main sur son épaule. Un geste ferme. Et murmurai, rentrons. Mon amour. Avant que la nuit ne nous vole ce qui reste. Mais la nuit avait déjà commencé son larcin. Sur le chemin du retour. Dans le métro bondé où les corps se pressaient comme des secrets trop lourds. Alexandre avoua dans un souffle, Lucas m'a rappelé Étienne. Pas physiquement, mais cette insouciance. Tu sais, Julien, avant toi, j'étais brisé. Étienne m'a appris à aimer. Mais il m'a aussi appris à perdre. Ces mots étaient une confession. Un baume empoisonné. Et je sentis les larmes monter. Chaudes et amères. Et moi? Qu'est-ce que je t'ai appris, demandai-je. Ma voix se perdant dans le ronronnement des rails. Il se tut. Et ce silence fut le premier craquement de notre monde. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de confrontations voilées et de silences assourdissants. Je plongeai dans mon travail, supervisant la construction d'un pont piéton sur la Seine.
Un arc de lumière reliant les rives gauche et droite comme un symbole d'union fragile. Mes collègues. Un mélange d'artistes queer et d'ingénieurs pragmatiques. Remarquez ma distraction, Julien. Tu construis pour les autres? Mais qui construit pour toi, me demanda un jour Marie. Une sculptrice lesbienne aux tatouages floraux. Lors d'une pause café sur le chantier. Je haussai les épaules. Mais ces mots s'enracinèrent, me poussant à explorer mes propres ombres. Pendant ce temps, Alexandre achevait son roman. L'écho des adieux. Un best-seller en gestation qui dépeignait un amour gay dévasté par l'exil. Avec des scènes si intimes qu'elles semblaient arrachées à nos propres nuits. Un soir de décembre, alors que la neige rare saupoudrait les toits de Montmartre comme un voile de deuil, je découvris la vérité enfouie. Fouillant dans son bureau pour un livre oublié, un geste innocent. Ou du moins le croyais-je. Je tombais sur une pile de lettres jaunies, cachetées d'un timbre américain. Celle d'Étienne. Écrite entre 2006 et 2010. Des mots d'amour fiévreux mêlés à des excuses larmoyantes, Paris sans toi est un désert. Alexandre. Reviens-moi. Ou laisse-moi t'oublier. Mais la dernière. Datée de 2012. Juste avant notre rencontre. Révélait le coup de grâce, j'ai rencontré quelqu'un ici. Un Américain stable. Notre histoire était un feu de paille. Mon amour. Pardonne-moi. Étienne n'avait pas fui par cruauté, il avait fui sa propre peur. Et Alexandre, dans son roman, avait réécrit l'histoire pour en faire une tragédie éternelle. Oubliant que la vie avait continué. Que j'étais arrivé comme un phare dans sa tempête. Cette révélation me frappa comme un vent glacial du nord, emportant les illusions que j'avais patiemment tissées. Au lieu de hurler, je rangeai les lettres et sortis marcher le long de la Seine gelée, où les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire comme des promesses brisées. Paris. Ma ville bien-aimée. Cette maîtresse capricieuse qui avait vu naître tant d'amours interdits de Verlaine et Rimbaud à nos propres vœux, me semblait soudain hostile. Ces ponts autant de chaînes. Je repensais à nos débuts, cette première nuit dans un hôtel borgne de Belleville, où nos corps s'étaient découverts avec une urgence de naufragés. Nos souffles mêlés au murmure de « je t'aime » en français pur. Sans phare. J'avais cru que cela suffisait. Que l'amour était un édifice qu'on bâtit pierre par pierre. Mais Alexandre, dans sa quête de catharsis littéraire, avait miné les fondations. Le lendemain, je l'affrontai dans notre cuisine, où l'odeur du café frais masquait à peine la tension. J'ai lu les lettres d'Étienne, dis-je calmement, posant la pile sur la table comme une sentence. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de panique et de libération. Et il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Comment? Julien. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est du passé. Un fantôme que j'exorcisais. Mais ces mots sonnaient faux. Écho d'un roman mal ficelé. Nous parlâmes des heures durant. Nos voix montant en crescendo comme une symphonie wagnérienne. Déchirant les voiles, il avoua que le roman n'était pas seulement sur Étienne, mais sur nous. Sur la peur qu'il avait de m'aimer pleinement. De risquer une nouvelle perte. Tu es si solide. Julien. Si ancré. Étienne était KO. Passion brute. J'ai peur que notre amour devienne routinier. Que je te perde parce que je ne te mérite pas. Ces confessions me transpercèrent, révélant les fissures de mon propre armure. Moi.
Qui avait grandi dans une famille normande où l'homosexualité était un tabou chuchoté autour des tables de ferme. J'avais toujours fui la vulnérabilité, construisant ma vie comme un blueprint impeccable. L'amour n'est pas un roman? Alexandre, répondis-je, ma voix tremblante d'émotion. C'est un chantier perpétuel, avec des tempêtes et des réparations. Si tu m'écris hors de l'histoire, c'est toi qui nous perds. Nous pleurâmes ensemble ce matin-là, nos larmes salant le pain grillé. Et pour la première fois depuis des mois, nos mains s'entrelacèrent sans hésitation. Un pont fragile jeté sur l'abîme. Pourtant, la guérison n'était pas linéaire, elle zigzaguait comme les ruelles de Montparnasse. Alexandre annula la publication du roman, le réécrivant en une version où le narrateur, un alter ego de lui-même, choisissait la rédemption avec son partenaire actuel au moi. Sans nom, mais reconnaissable à mes yeux verts et à mon accent normand subtil. Pendant ce temps, je m'engageais dans une thérapie de couple avec un psychologue queer du centre LGBT Paris. Un espace chaleureux aux murs couverts de drapeaux arc-en-ciel où nous apprîmes à dénouer les nœuds de nos peurs. L'amour queer est une révolution quotidienne, nous dit le thérapeute. Un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes rondes, tatoué d'un cœur transpercé. Et il avait raison, chaque session était une bataille. Chaque câlin retrouvait une victoire. Mais le destin, ce farceur cruel, intervint sous la forme d'un appel inattendu. Étienne, revenu à Paris pour un symposium sur la littérature queer à la Sorbonne, contacta Alexandre via un message LinkedIn anodin, j'ai lu des rumeurs sur ton nouveau livre. Café pour rattraper le temps perdu? Alexandre me montra le message. Son téléphone tremblant dans sa main. Et au lieu de la jalousie, je sentis une étrange sérénité. Va-y, dis-je. Mais reviens-moi entier. C'était mon tour de construire. De lui offrir l'espace pour clore son chapitre. Le café choisi par Étienne était un lieu chargé d'histoire. Le Select à Saint-Germain-des-Prés, où Hemingway avait noyé ses chagrins dans du whisky pur malt. Alexandre y alla seul, vêtu de son manteau gris usé, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et de curiosité. Je l'attendis chez nous, arpentant le parquet craquant comme un lion en cage. Imaginant les scénarios, un baiser volé, une confession dévastatrice, ou simplement une conversation anodine sur des vies parallèles. Les heures s'étirèrent, marquées par le tic-tac d'une horloge ancienne. Et quand il rentra enfin, sous une pluie fine qui perlait sur ses cheveux, son visage était un masque de catharsis. Il est marié maintenant, raconta-t-il en se déchaussant. Sa voix un murmure soulagé. À une femme. Avec 2 enfants. Il dit que New York l'a changé. Que notre histoire était une jeunesse ardente, mais immature. Étienne avait avoué ses propres regrets. Sa fuite non pas par rejet, mais par terreur de l'engagement dans un monde encore hostile aux amours gays dans les années 2000. Et toi, Alexandre? Ton mari, avait-il demandé. Et Alexandre, pour la première fois, avait parlé de moi avec fierté, de nos voyages en Bretagne, de nos dîners aux chandelles improvisés avec des fromages normands, de la façon dont je le regardais encore comme au premier jour. Julien m'a sauvé, avait-il conclu. Et Étienne avait souri. Un sourire d'ami. Pas d'amant perdu. Cette rencontre fut le pivot. Le moment où le passé se fondit dans le présent sans le consumeur. Nous célébrâmes ce soir-là avec un pique-nique sur les quais de la Seine. Sous les étoiles timides d'un hiver parisien. Partageant une bouteille de champagne et des huîtres fraîches de Cancale. À nous, trinquet-je.
mes lèvres effleurant les siennes dans un baiser qui goûtait la mer et la liberté. Alexandre, les yeux brillants, sortit un nouveau carnet de sa poche, cette fois. Je vais écrire sur l'amour retrouvé. Sur toi. Julien Moreau. L'homme qui a bâti notre pont. Et ainsi naquit Les Ponts de l'âme. Un roman qui, publié en 2026, toucha des milliers de cœurs queer. Racontant non la perte, mais la résilience d'un amour qui défie les ombres. Mais la vie, dans sa kermesse impitoyable, réservait encore des épreuves. Au printemps 2026, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosion rose, Alexandre fut diagnostiqué d'une leucémie myéloïde aiguë. Un verdict tombé comme un couperet dans le cabinet blanc d'un hôpital du 13e arrondissement. C'est traitable, assura le médecin. Une femme aux cheveux grisonnants et au ton maternel. Mais les mots chimiothérapie et pronostic incertain résonnèrent en moi comme un glas. Je devins son roc. Son infirmier d'amour. Veillant à ses côtés lors des nuits fiévreuses à l'Institut Curie. Où les couloirs sentaient l'antiseptique et l'espoir ténu. Si je survis, Julien, je te promets un monde, murmurait-il entre deux nausées. Sa main serrant la mienne comme une encre. Cette épreuve nous transforma. Forgeant notre lien dans le feu de l'adversité. Les amis se mobilisèrent, Marie organisa une collecte pour des soins alternatifs. Nos familles enfin réconciliées après des années de distance prudente envoyèrent des colis de victuailles normandes et parisiennes. Dans les moments de répit, nous lisions ensemble des poèmes de Verlaine. Ces vers qui célébraient l'amour masculin avec une audace romantique, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Et Alexandre, affaibli mais inspiré, griffonnait des notes pour son roman, intégrant notre combat comme un chapitre de triomphe humain. L'été 2026 apporta un répit miraculeux, la rémission arriva après 6 cycles épuisants. Marqué par une journée ensoleillée où Alexandre, chauve et rayonnant sous un chapeau de paille, nous promena dans les jardins de Versailles. Regarde-nous. Julien, dit-il en s'arrêtant devant le grand canal, où des signes glissaient comme des souvenirs apaisés. Nous sommes des survivants. Des amoureux qui ont traversé l'enfer pour toucher le paradis. Je l'embrassai là. Au milieu des touristes indifférents. Un baiser profond qui scella notre renaissance. Le roman Les Ponts de l'âme sorti en septembre. Dédicacé à Julien. Mon architecte d'éternité et devint un manifeste pour la communauté LGBTQ+ française. Traduit en 10 langues. Inspirant des débats sur la mémoire amoureuse dans les médias comme France Inter. Pourtant, la convalescence révéla des ombres nouvelles. Alexandre, marqué par la maladie, doutait de sa virilité, de sa capacité à donner comme avant. Dans nos étreintes nocturnes. Et si je ne suis plus l'homme que tu aimes, confia-t-il un soir. Allongé nu sur nos draps. Sa peau pâle luisant sous la lune filtrant par les volets. Je le rassurai de mon corps et de mes mots. Explorant ensemble une intimité renouvelée. Où le plaisir n'était plus conquête mais communion. Nous découvrîmes des facettes inattendues, des massages aux huiles essentielles. Des lectures érotiques de Cocteau. Des nuits où nous parlions jusqu'à l'aube de nos rêves futurs, un voyage en Grèce. Un enfant adopté peut-être. Un foyer ouvert aux âmes perdues. La crise culmina lors de la Pride 2027. Cette marée humaine arc-en-ciel déferlant des Champs-Élysées à la Bastille. Où Alexandre fut invité à lire un extrait de son livre sur une scène flottante. Devant des milliers. Sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Il parla de perte et de gain, l'amour n'est pas un chapitre clos. Mais un fleuve qui charrie les débris pour les transformer en perles. Je l'applaudis depuis la foule. Les larmes coulant librement.
Fier de cet homme qui avait enfin écrit notre vérité. Mais au milieu de la liesse, un manifestant conservateur, vestige d'une France rétrograde, hurla des insultes homophobes, projetant une bouteille qui frôla Alexandre. La sécurité intervint. Mais le choc le plongea dans une rechute émotionnelle, nous renvoyant à nos thérapies. C'est là que notre valeur humaniste émergea pleinement, au lieu de se replier. Nous nous engageâmes plus profondément. Je conçus un centre communautaire queer à Pantin. Un espace multifonctionnel avec des ateliers d'écriture pour survivants de cancer et de rejets amoureux. Alexandre y anima des sessions, partageant son parcours comme un témoignage de résilience. L'amour vrai, écrivait-il dans un essai pour Le Monde, n'efface pas les cicatrices, il les illumine. Nos vies s'entrelacèrent ainsi dans un tissu plus riche, tissé de kiffs partagés, des dimanches à brocanter sur les puces de Saint-Ouen, des escapades en train vers la Côte d'Azur, où nous nagions nus dans la Méditerranée, riant des vagues qui nous caressaient comme des amants complices. L'automne 2028 nous surprit par une joie inattendue, l'adoption d'un enfant. Une petite fille de 5 ans nommée Léa, orpheline d'une famille déchirée par l'homophobie en banlieue lyonnaise. Les démarches, labyrinthiques malgré les avancées légales françaises, nous unirent dans une attente fébrile, ponctuée de nuits blanches à imaginer son rire emplissant notre appartement. Quand elle arriva enfin, avec ses boucles brunes et ses yeux curieux, portant un sac à dos trop grand, elle nous regarda comme si nous étions des héros de conte. « Papa Julien. Papa Alexandre, murmura-t-elle le premier soir. Et nos cœurs fondirent en un océan d'amour paternel. Élever Léa fut une aventure kitsch et profonde. Un mélange de pâte à modeler collante et de questions innocentes sur pourquoi vous avez 2 papas. Nous lui racontâmes des histoires de princesses gays et de chevaliers queer, lui apprenant que l'amour est un spectre, pas une ligne droite. Alexandre, inspiré, écrivit un conte pour enfants. Le pont enchanté, où 2 rois construisent un royaume d'égalité. Mais la parentalité révéla nos failles, les nuits hachées par ces cauchemars d'abandon. Les regards en coin des autres parents à l'école maternelle du Marais. Les doutes sur notre capacité à lui offrir un monde sans préjugés. Un soir d'hiver 2029. Alors que Léa dormait paisiblement dans sa chambre décorée de posters de la Tour Eiffel en arc-en-ciel, Alexandre et moi nous assîmes sur le balcon, un verre de cognac à la main, contemplant les lumières de Paris scintiller comme des étoiles tombées. « Te souviens-tu du café où tout a commencé » demandai-je. Ma tête sur son épaule. Il sourit. Ce sourire qui effaçait les années. Comment oublier? J'ai écrit sur un amour perdu. Et j'ai gagné l'éternité. Ces mots étaient un poème vivant. Et nous fîmes l'amour ce soir-là avec une tendresse renouvelée. Nos corps narrant l'histoire que ces pages n'avaient pu capturer. Pourtant, le destin testa une dernière fois notre forge. En 2030, une polémique éclata autour de Les Ponts de l'âme, un critique conservateur l'accusa de propagande woke, déclenchant une vague de harcèlement en ligne contre notre famille. Des messages haineux inondèrent nos boîtes. Des graffitis homophobes apparurent sur notre porte. Léa, sensible, pleura. Pourquoi ils détestent nos papas? Alexandre, au lieu de se taire, répondit par un manifeste public. Lu lors d'un rassemblement au Trocadéro, l'amour queer n'est pas une mode, c'est une lumière dans l'obscurité humaine. Oubliez-le à vos risques. Mais rappelez-vous, c'est moi qui ai épousé l'homme qui m'a sauvé. La vague se brisa sur le soutien massif de la communauté. Des célébrités comme Yannick Jadot et des anonymes qui partagèrent leurs histoires. Nous en sortîmes plus forts, fondant une fondation pour l'éducation inclusive. Où Léa, grandissante,
deviendrait une ambassadrice miniature. Les années s'écoulèrent comme un fleuve serein, emportant les tumultes vers un horizon paisible. En 2035, Alexandre et moi célébrâmes nos 17 ans de mariage lors d'une croisière sur la Loire, dans un château médiéval reconverti en hôtel, où les vignes automnales rougissaient comme nos joues lors de nos premiers baisers. Léa, adolescente espiègle de 15 ans, nous accompagna, roulant des yeux devant nos crises de mi-vie romantique, mais son sourire trahissait sa fierté. « Vous êtes mes héros », dit-elle un soir autour d'un feu de cheminée. Et nous savions qu'elle portait en elle la flamme de notre résilience. Alexandre continua d'écrire ses romans évoluant vers des sagas familiales queer, explorant les générations d'amour cachées en France, de l'occupation à l'ère numérique. Je complétais mon projet de musée LGBTQ+. Un bastion de verre et de mémoire sur l'île de la Cité, où des expositions interactives racontaient des histoires comme la nôtre, des pertes transformées en legs. Notre vie quotidienne, ancrée dans le Marais, était un tissu de routines aimantes des matins à partager le Figaro avec un café, des après-midi à promener Léa le long des Tuileries, des nuits à débattre de politique, rêvant d'une France encore plus inclusive. Mais le vrai climax de notre odyssée fut intérieur, Alexandre, dans un dernier manuscrit inachevé, confia, j'ai écrit sur l'amour perdu parce que je craignais l'infini de l'amour présent. Julien m'a appris que l'union n'efface pas le passé, elle l'honorait. Ces mots, lus lors de son 60e anniversaire en 2047. Entouré de Léa et de ses propres enfants ou des jumeaux adoptés en 2038. Furent son chef-d'œuvre ultime. Un testament à la valeur humaine de l'acceptation. Aujourd'hui, en 2050, alors que Paris bourdonne d'une nouvelle génération arc-en-ciel, je relis ces pages jaunies, le cœur gonflé d'une gratitude infinie. Notre amour, forgé dans le feu des oublis et des renaissances, illumine encore, prouvant que les histoires vraies ne finissent pas, elles se perpétuent. Et ainsi, dans le crépuscule doux d'un Paris éternel, où les ponts enjambent non seulement la Seine mais les abîmes de l'âme, Alexandre et moi marchons main dans la main, nos rides comme des médailles d'une vie aimée. Léa, adulte rayonnante, nous appelle les piliers et nourrions, sachant que nous avons bâti plus qu'un foyer, un legs d'amour inconditionnel, où la perte n'est qu'un chapitre, et l'union, l'épilogue infini. Que chaque cœur queer, en France ou ailleurs, trouve son Julien, son Alexandre, et écrive non sur ce qui fut perdu, mais sur ce qui est éternellement gagné.